Et salut les rôlistes, aujourd'hui je reviens avec une vidéo toujours sur la gamme des ombres d'Esteren pour vous parler du supplément Voyage. Donc Voyage, il a eu plusieurs vies. Il a d'abord été édité en supplément de 80 pages couverture souple avec son écran, le premier écran des ombres d'Esteren. Puis il a été réédité en 200 pages, donc avec beaucoup plus de contenu dans sa version collector et dans sa version normale, couverture rigide. Voyage, c'est un des premiers suppléments de la gamme qui était sorti en 2011-2012, il me semble, avec une réédition augmentée un petit peu plus tard. Et qui se concentre, comme son nom l'indique, sur la thématique des voyages, sur énormément de lieux de la péninsule de Tricasel, donc l'univers des ombres d'Esteren, et qui va présenter énormément de matériel pour le MJ pour jouer des voyages, découvrir des lieux de la péninsule, découvrir des personnages non joueurs de la péninsule et aussi du bestiaire, des créatures particulières de la péninsule. Donc ici, vous pouvez voir la couverture principale de Voyage dans sa version augmentée. Et qu'est-ce que Voyage contient exactement? Eh bien, Voyage, il va contenir de la cartographie, donc en fait une centaine de lieux de la péninsule détaillés qui peuvent permettre d'être des points de départ de futurs scénarios, qui peuvent permettre d'avoir des idées pour créer des canevas, des scénarios, et aussi 10 localités décrites très en détail comme le Clos de Cendre ou le Gouffre Carmin. Les 10 lieux, localités décrites en détail ont été ajoutés, ne sont pas disponibles dans la version 80 pages, mais c'est déjà quand même énormément de matériel disponible pour visiter des lieux différents de la péninsule. Voyage contient aussi 5 canevas, donc des histoires courtes sur 1 à 3 pages qui mettent en scène différents éléments. Donc là ils indiquent, ça c'est le verso du livre, ça parle des Morcailles, des Tariches, de la Magéance, des Féondas, et il y a aussi un scénario grand format qui s'appelle Un choix de vie. Il y a aussi des personnalités, donc pardon je reviens, mais sur les scénarios, les 5 canevas étaient déjà disponibles dans la version 80 pages, mais Un choix de vie est un gros ajout de la version couverture rigide augmentée. Ensuite 18 personnalités, donc 18 PNJ qu'on peut utiliser pour en faire des alliés, des mentors, des antagonistes, etc. Dans la version 80 pages, il y en avait 12 et 18 dans la version augmentée, et un bestiaire avec, il me semble, une dizaine de créatures différentes et des aides de jeu qui parlent du voyage, de la navigation et de plein d'autres choses. Ce qui est très intéressant de noter, c'est que on a 2 cartes qui existent principalement de la péninsule à travers les publications. La carte un peu, on va dire, classique, la plus ancienne, qui est celle-là, même si les kilomètres ont été changés avec le temps, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et on a aussi la plus récente qui ressemble quand même, il n'y a pas eu de gros changements, mais on a peut-être un petit peu plus de détails et le style est différent. Et ce que je veux noter par rapport à ces 2 cartes-là, c'est qu'on a tous les lieux en fait qui sont disponibles dans Voyage, qui sont indiqués sur la carte. Donc la centaine de lieux remarquables qui est dans Voyage, elle est à utiliser de 2 façons différentes, selon moi. On peut piocher un lieu et avoir une idée et créer un one-shot ou un scénario, ou on peut aussi utiliser la carte pour repérer des lieux lorsque nos personnages lors d'une campagne voyagent dans la péninsule d'un point A à un point B, on va pouvoir voir par où ils passent, quels sont les points d'intérêt sur leur trajet et potentiellement créer des aventures, des accroches qui vont mettre ces lieux au cœur de l'histoire. C'est très pratique dans le livre Voyage dans le sens où tous ces lieux ils sont triés par royaume, donc c'est-à-dire que selon si on est en Raise, en Tolkaer ou en Gwydre, on sait dans quelle partie du livre aller chercher pour trouver ces lieux, et ensuite ils sont triés par ordre alphabétique. Donc c'est très facile de retrouver ces lieux, et tous les lieux indiqués sur les cartes d'Esteren sont disponibles dans le livre Voyage. Le gros point positif, c'est que on peut utiliser cette carte, que toutes les infos sont là et que c'est facile à trouver. Moi, le seul point négatif que je pourrais formuler, c'est que du coup il y a que tous les lieux sont sur la carte et qu'il n'y a aucun lieu qui sont à la discrétion du meneur, qui peuvent être placés un peu où on veut. Après, rien ne vous empêche dans votre campagne d'utiliser un lieu existant et de le mettre autre part sur votre carte si vous avez envie de l'utiliser autre part.
Ensuite, je voulais vous montrer très rapidement la pagination du livre. Donc qu'est-ce que représente quoi? Et donc comme vous pouvez le voir, ça c'est le livre augmenté de 200 pages, un quart du livre c'est le scénario Un choix de vie. Donc vraiment un gros ajout, c'est un très bon scénario, mais si vous n'êtes pas intéressé par les gros scénarios de la gamme, il faut savoir que un quart du livre est quand même pris par ce scénario-là. Ensuite on a les canevas qui prennent 9% environ de la pagination, donc on a quand même un tiers en tout du livre qui sont des scénarios et des canevas. Ensuite, on a vraiment un petit tiers, on va dire, du livre qui est consacré au thème du voyage très spécifique, avec la partie où on parle de voyager et de naviguer, la partie où on a les 10 lieux spécifiques qui sont très détaillés et que je trouve très intéressantes parce que c'est vraiment des grosses accroches, et aussi la liste des 100 lieux remarquables ou de la centaine de lieux remarquables. Donc tout ça pour 30% du livre. Et ensuite, on a les figures de Tricazel, donc les 18 figures de Tricazel qui prennent environ 20% du bouquin, et toute une partie avec d'autres informations. Ça parle de pouvoirs occultes, ça parle de bestiaires, voilà, des petites informations, les pages de garde, etc. etc. Donc comme vous pouvez le voir, c'est quand même un livre qui va s'orienter, même s'il s'oriente beaucoup scénario et voyage, il y a quand même pas mal d'informations différentes. Ce qui est intéressant à noter, c'est que dans la partie Un choix de vie, qui fait un quart du bouquin, il y a quand même une grande partie aussi qui est orientée voyage, comment animer un voyage et des idées de pistes pour intégrer le scénario Un choix de vie dans une campagne. Ça c'est plutôt quelque chose d'intéressant à noter. Et donc je vous propose maintenant de rentrer dans le feuilletage vraiment de l'ouvrage. Je vais utiliser le PDF. Encore une fois, j'ai l'impression que c'est quand même plus pratique et plus intéressant que d'utiliser la version papier, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez quand je fais un feuilletage avec la version papier. Et je vais d'abord vous montrer un petit peu le contenu. Je vais faire un feuilletage sans spoil. Vous pouvez vérifier les timecodes quand est-ce qu'il y aura du spoil. On va d'abord aborder rapidement la partie sans spoil, donc avec tous les lieux spécifiques, sans rentrer dans le détail. Et ensuite, je vous montrerai rapidement la partie spoil, c'est-à-dire les canevas, un choix de vie et les figures de Tricazel, donc les 18 PNJ, ainsi que le bestiaire. Donc dans Voyage, vous voyez une table des matières qui est bien fournie sur 2 pages. On a donc 200 pages dans Voyage, et on a une première partie cartographie, une partie canevas, une partie Un choix de vie, une partie figure et une partie bestiaire. On a un avant-propos qui explique pourquoi ce livre a été créé, comment il a été créé, pourquoi on a choisi de faire ce livre avant d'autres, etc., etc., comment le scénario Un choix de vie a été créé, et ensuite on rentre directement dans la cartographie. Donc la cartographie, comme je vous le disais, on a tous les lieux remarquables qui vont être classés par pays. Donc là vous voyez, on a Gwydir avec des lieux remarquables sur 1, 2, 3, 4 pages. Ensuite on a Raise avec des lieux remarquables sur 1, 2, 3, 4 pages ou 3 pages et demie, et ensuite on a Tol-Kaer sur 1 page et demie, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pages et demie. Donc Tol-Kaer est quand même beaucoup plus développé que Gwydir et Raise, comme habituellement dans la gamme jusque là, et surtout c'est ce qu'on a vu aussi dans le livre Univers. Et ensuite on a encore quelques pages avec d'autres lieux, et les autres lieux ça va principalement être des îles, des mers, etc. Des choses qui ne sont pas à proprement parler dans un des 3 royaumes. Donc l'archipel des cendres par exemple, des fleuves, des forêts, etc., etc. On a 2 pages. Et ensuite on rentre dans les 10 lieux spécifiques. Les 10 lieux spécifiques, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça pourrait spoiler, mais moi ce que j'aime vraiment bien dans les lieux spécifiques, c'est que ça présente le lieu, et ça présente à chaque fois des accroches d'aventure, des idées d'aventure. À chaque fois qu'on lit un de ces lieux, je trouve que c'est assez facile de prendre des notes sur une feuille et de créer un one shot ou de créer un scénario. Je trouve que c'est vraiment une bonne addition, un bon contenu. J'aime bien le fait qu'il y ait cette centaine de lieux remarquables qu'on puisse exploiter, mais parfois ces lieux remarquables, il manque un petit peu de détails, et donc pour ces 10 localités plus développées, ce détail il est là, et ça permet plus facilement d'avoir des bases utilisables pour créer un scénario, un one shot ou un épisode dans une campagne. Donc on a les alignements de Tursal qui sont un lieu d'Emorten, un des lieux d'Emorten les plus importants de la péninsule. On a le Clos de Cendre que j'adore le concept de Clos de Cendre, qui est sur 3 pages. On a Expiation, donc l'une des cités les plus importantes de Gwydir par rapport à la religion de l'Unique et la Voie des Pèlerins. On a l'île du Calvaire, on a Fionfouar, on a le comté de Frendian. On a les fleuves Résit qui sont une localité, donc on parle des différents fleuves en Raise. On parle de Farl, le joyau du Nord, qui est, il me semble, la capitale de Raise. Non, c'est pas la capitale, c'est Baldruoc, la capitale de Raise. C'est juste une ville importante au nord dans Raise.
qui est sur 3 pages quand même. Vous voyez par exemple là, Farl, ce qui est intéressant, c'est qu'ils nous font tout un calendrier, un historique de la ville et de la famille dans la ville. Donc avec dès 840, voilà, on édifie les grandes murailles, etc. etc. C'est assez détaillé et ça permet même de parler des personnalités, d'avoir pas mal de détails sur la ville. Ensuite, on a l'Adrette des Gisants, qui est un lieu très intéressant par rapport à l'occultisme. On a le Gouffre Carmin, ça donne très envie de faire un one-shot ou une mini-campagne pour explorer le Gouffre Carmin. Et on s'arrête là pour les 10 lieux. Ensuite, on a une partie qui s'arrête sur voyager, les conditions de voyage, des ordres de grandeur sur combien de kilomètres on peut parcourir selon le type de terrain, selon qui fait le voyage. Ce que j'aime bien, c'est qu'on utilise le domaine voyage, enfin, il propose une règle optionnelle pour utiliser le domaine voyage pour calculer les distances parcourues. C'est-à-dire que si quelqu'un n'a pas de points dans le domaine voyage, on considère qu'il est sédentaire et qu'il va pouvoir parcourir qu'une petite partie de la distance indiquée comme étant la distance standard parcourable, tandis que quand on va avoir 1 à 3 ou 4 et 5 en voyage, on va pouvoir parcourir de plus en plus de distances par jour sans s'épuiser. Et donc on considère que le domaine voyage est plus important que le domaine prouesse, par exemple, pour réaliser un long voyage et marcher de longues heures ou chevaucher de longues heures. En plus de ça, on propose deux nouvelles disciplines, la discipline messager qui permet, en étant chargé de façon très légère, de parcourir des distances encore plus importantes par jour, et une autre discipline marche forcée qui est plutôt une discipline pour les soldats et qui permet de porter un pactage très lourd sans être ralenti. Voilà. Donc c'est des disciplines qui n'ont pas vraiment d'impact, où on va rarement demander un jet de dés aux joueurs, mais mettre des points dans cette discipline permettra de débloquer un peu des voyages plus rapides. Ensuite, on parle des incidents, on parle de l'aide d'un varigal, et on a 2 pages sur les stermerks, donc tous les signes que les varigaux peuvent tracer sur des pierres, des troncs d'arbres, etc., pour indiquer soit des dangers, soit des abris, un point d'eau, etc., etc. Donc le langage secret des varigaux. Et c'est assez intéressant parce qu'ils expliquent que selon la nature du signe, on va le graver sur quelque chose de plus ou moins permanent. C'est-à-dire que si on sait que c'est un abri qui restera là longtemps, on va peut-être graver le symbole abri sur de la pierre, tandis que si c'est une tanière de loup qui est peut-être là que pour 6 mois, et ben on va graver ça sur de l'écorce d'un arbre, qu'on sait que cette écorce elle va tomber au bout d'un an ou deux, pour éviter de laisser des signes qui n'ont plus lieu d'être. Ensuite, on parle de comment maîtriser un voyage, et c'est assez intéressant, j'aime bien ces quelques pages-là, parce qu'ils nous montrent comment utiliser le voyage comme un autre personnage, un petit peu, ou comme un élément important du romantisme noir et de l'horreur gothique propre à Esteren, c'est-à-dire comment faire en sorte que le voyage soit un petit peu quelque chose à mettre en parallèle ou en opposition avec ce qui va se passer dans le scénario, soit le scénario précédent, soit le scénario à venir. Ça, j'ai vraiment bien aimé, je vous conseille de lire cette partie-là. Et il parle aussi de percevoir le monde par les sens, donc à chaque fois qu'on est en train de décrire des choses, il faut utiliser plusieurs sens et il faut varier les sens qu'on utilise, la vue, l'ouïe, le toucher, l'équilibre, l'odorat, le goût, etc. etc. Et cette page, la page 57 du livre, moi je l'imprimerai presque ce truc, il conseille en fait de toujours décrire des choses de façon subjective aux joueurs selon leur valeur de domaine élevée. C'est-à-dire que par exemple, quelqu'un qui a beaucoup en artisanat, qui a 5 points en artisanat, et ben là ils indiquent que ce personnage-là, il aura tendance à repérer les matériaux de qualité, le bois, la pierre dans la nature, la technicité d'un ouvrage d'art, et il se fait la réflexion que c'est l'œuvre d'un maître, d'un débutant, etc., etc. Si on prend quelqu'un qui a une valeur haute en tir, ce personnage il serait sensible au vent, qui peut dévier ses projectiles, aux phénomènes qui peuvent troubler la vue, le brouillard, les fumées, il repère les occasions de tirer une proie en vol, etc., etc. Donc c'est assez intéressant, et moi maintenant quand je joue à Esteren, j'ai toujours cette page en tête, et quand j'ai mes joueurs, je note quels sont leurs domaines principaux, et je sais que j'utiliserai ces domaines-là pour leur présenter ce qui les entoure par le prisme des domaines dans lesquels ils sont bons. Ensuite, on rentre sur naviguer en tricaselle. Donc naviguer en tricaselle, on va beaucoup parler des mers, des fleuves, des bateaux. On a une petite liste de bateaux avec des prix de location, etc. etc. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils reprennent toujours la même logique d'Esteren, où ça va être présenté de façon un petit peu
par le prisme de quelqu'un, c'est pas des faits listés, c'est plus des conversations. Et ils vont parler de des différentes embarcations, de la rareté des cartes, de pourquoi naviguer, de la pêche, des perles, etc., des différents fleuves, de la navigation maritime. Et là, il y a des points assez intéressants, notamment sur plusieurs îles, sur plusieurs secrets potentiels du jeu qui sont toujours amenés de façon assez discrète. Moi, je pense qu'il y a quelque chose avec les choses nacrées, notamment on parle à un moment d'un requin nacre, on parle de perles qui sont nacrées, je crois qu'à un moment on parle potentiellement d'un féon qui est nacré, enfin il y a un truc dans les profondeurs de la péninsule, à mon avis, par rapport à ça, mais est-ce que c'est simplement des pistes, des fausses pistes menées ci et là? Aucune idée, il n'y a rien de posé. Mais c'est intéressant, il y a toujours ces éléments pour créer du jeu, créer de l'incertitude, et je pense que c'est important. Esteren, il faut vraiment pas, en tout cas pour l'instant, tant qu'on n'a pas tous les secrets, etc. Moi, le conseil que je vous donne, c'est de considérer que dans tous les cas, quand vous jouez à Esteren, vous donnez une part de la vérité aux joueurs, mais une vérité qui peut être biaisée, qui est le résultat d'un prisme, le résultat d'une psyché. Et c'est pas parce que vous donnez une vérité ou une réalité à un groupe de PJ que c'est un point qui est vrai partout et tout le temps, puisque de toute façon c'est des choses qu'ils peuvent avoir hallucinées, ou c'est peut-être un cas spécifique qu'ils ont rencontré là mais qui n'est pas tout le temps vrai. Donc faut pas hésiter à présenter des réalités ou des choses à vos joueurs qui peuvent sembler être des secrets et qui seront peut-être en opposition avec des secrets officiels plus tard, puisque de toute façon ça reste la perception des PJ à un instant T, à un endroit donné. Mais je m'égare un petit peu. On parle de toujours différents endroits, la source aux folles, le Kraken, l'océan furieux, vers l'archipel des cendres, etc., etc. Et là on parle de Morne-Givre. Alors je reviendrai peut-être si à un moment je fais une vidéo spécifique sur les Rusemort et les terres désolées. Morne-Givre, il y a quelque chose à voir avec toute cette idée de lande désolée, avec soit de la cendre, soit du givre, enfin... Il y a énormément de choses qui est disséminées partout dans les livres d'Esteren par rapport à ces terres désolées, soit couvertes de cendres, soit couvertes de givre. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est pas la même chose? On ne sait pas. Mais en tout cas, je ferai peut-être un point là-dessus à l'occasion. Donc dans les canevas, la partie spoil. Si vous comptez jouer des canevas ou des scénarios ou être PJ dans Esteren, je vous conseille de ne pas continuer. De toute façon, je vais essayer de limiter les spoils, mais on rentre maintenant dans la partie spoilante du feuilletage. Donc les canevas, il y en a 5. Il y a Plume de sang qui est parfait pour un petit arrêt lors d'un voyage, on va dire. Donc ça va être vraiment un scénario un petit peu en huis clos, mais où il n'y a pas vraiment d'enquête, où on peut tout à fait... c'est un peu un piège tendu aux joueurs, on va dire. C'est assez intéressant. Moi je trouve que c'est pas mal à mettre en place, mais si on va au bout des choses avec ce scénario là, faut être prêt à potentiellement que certains des PJ y passent, parce que en fait on va dire la confrontation finale ou la façon dont c'est amené fait que il y a quand même un gros risque pour les personnages joueurs d'y rester si on laisse les dés parler. Voilà. C'est mon seul bémol. Ensuite, la disparition, c'est un canevas qui se passe dans un camp Tarish où il y a quelqu'un qui disparaît, on va devoir enquêter dessus, et il y a potentiellement un des personnages joueurs qui est accusé d'avoir fait disparaître cette personne, ou alors un ami à eux qui l'aurait fait disparaître. Ensuite, Nuit d'effroi, les personnages joueurs sont en voyage toujours, hein, donc on a toujours la thématique du voyage, et ils s'arrêtent dans un village qui est complètement vide et il va se passer des choses. C'est encore un huis clos, c'est assez intéressant, et la fin est un peu en demi-teinte, donc ça peut laisser les joueurs sur un goût un peu différent de ah bah en fait partiellement on pouvait pas faire grand chose, ou on pouvait pas résoudre l'enquête, on va dire, en tout cas pas l'enquête présentée au départ. Moi j'aime bien ce scénario, je l'ai jamais fait jouer encore, mais je trouve qu'il est intéressant. Dites-le avec des fleurs, ça va encore être une enquête, cette fois-ci pas liée au voyage, même si on peut le prendre dans la thématique du voyage, puisqu'en fait ils vont aller à Calvernac pour rencontrer un herboriste, et donc il va y avoir un assassinat, et potentiellement ils vont devoir enquêter sur cet assassinat et comprendre ce qui s'est passé. Et le naufrage, le naufrage je l'ai fait jouer sur ma chaîne, donc il y a une vidéo d'épisode de 3 heures ou 3 heures et demie que vous pouvez voir, où j'ai fait jouer le naufrage à Linou Major 0, Naetherion et le bon MJ. Qui est un très bon canevas
assez intéressant avec des potentiels de plus ou moins de surnaturel. J'ai bien aimé le faire jouer et c'est sûrement un canevas que je referai jouer à l'occasion. Et après ces 5 canevas, on arrive sur un choix de vie. Donc un choix de vie qui est un gros scénario, 25% du bouquin, donc sûrement 50 pages environ. Et un choix de vie, c'est un scénario qui va être en plusieurs actes, avec d'abord un voyage qui peut aller d'une ville magiantiste vers une ville qui s'appelle Mudan, qui est pas loin de Ostabai, donc la capitale de Tolkaer. Et ensuite, on a un espèce de huis clos qui peut glisser vers la survie, vers l'horreur. Un huis clos dans un village un petit peu isolé et un petit peu traditionnaliste, sectaire, on va dire. J'ai pas envie de trop en détailler, mais voilà. Donc en fait, on va globalement suivre une magiantiste qui est à la recherche de son fils. Et donc, ce que j'aime bien dans ce scénario-là, c'est qu'il n'est pas railroadé, on va dire, hein, il n'est pas couloir. On va expliquer comment le démarrer, on va expliquer comment le lier avec d'autres scénarios. Donc tout du long, en fait, on va expliquer comment on peut l'amener ou comment on peut rebondir derrière pour aller vers un autre scénario. Par exemple, on peut tout à fait faire jouer un choix de vie, puis aller vers le monastère de Tuat pour faire jouer Mauvengeur du monastère de Tuat. Et on a toujours ce système modulaire, hein, des scénarios des ombres d'Esteren. Ils parlent même, voilà, ils parlent du script et du bac à sable, donc ils ont un peu une définition à eux, mais ils vont dire en gros qu'on a des actes qui sont plus scriptés, donc où on va avoir un enchaînement de scènes, et des actes plus bac à sable où on va avoir des propositions de scènes, des propositions de moments, mais où en fait les joueurs vont faire un peu ce qu'ils veulent, et c'est selon ce que les joueurs vont faire qu'on va avoir des évolutions différentes. Il propose aussi trois façons de jouer différentes. Donc en fait, les actes et tout le scénario est développé de la même façon, mais selon si on veut le jouer en tragédie inéluctable, en mode dur à cuire ou en mode déchiffrement des signes, on va avoir un final plus en teinte de gris, en demi-teinte, où on va avoir plus un final explosif, et on va essayer d'amener les joueurs à prendre telle décision ou telle décision, où on va faire réagir les PNJ de façon plus ou moins forte, selon si on veut donner une ambiance, voilà, plus tragédie, plus dur à cuire. Donc dur à cuire, c'est vraiment voilà, les héros qui viennent et qui réussissent à remporter face à l'adversité, on va dire, à défier l'adversité. Tragédie inéluctable, c'est plus un peu cette longue descente dans les abîmes où on va pas pouvoir faire grand chose et on va se rendre compte que ça va mal finir, etc. etc. Et on explique que on peut faire des choix différents qui vont impacter le ressenti des joueurs sur tout le scénario. On décrit Mudan, le village des Purs. Donc en fait, Mudan, c'est vraiment une ville qui est créée en deux parties. Maintenant, il y a le bas Mudan et le haut Mudan. Le haut Mudan, c'est le village des Purs, donc cet endroit un petit peu sectaire. Et donc on va avoir toute une description du village sur plusieurs pages, avec aussi bas Mudan sur plusieurs pages, avec des PNJ importants, des personnalités, beaucoup de personnalités, quelques villageois en plus, et ensuite on rentre vraiment dans le scénario. Donc on a un premier acte qui va être un petit peu le voyage, où on va pouvoir rencontrer la mère, donc la magiantiste qui est à la recherche de son fils. On peut partir de Farl, on peut partir de Baldruoc, selon de la ville depuis laquelle on part, on donne pas le même thème aussi, parce qu'on peut ensuite créer un genre une comparaison entre la ville dans laquelle on est parti et où est-ce qu'on va arriver, donc ça peut créer un peu une ambiance différente. Et on a un petit peu le récit de la mère, donc qu'est-ce qui amène le scénario. On parle de la motivation des PJ, pourquoi est-ce qu'ils accepteraient cette quête, on va dire, pourquoi est-ce qu'ils rentreraient là-dedans. Et ensuite on parle de voyager, donc avec différentes options. Et là ce que j'aime bien, c'est qu'il nous ramène à pas mal de différentes choses, hein. Donc notamment là vous voyez, il parle du canevas le naufrage, là il parle de Friendien, qui est un des lieux plus développés dans le bouquin et qui est aussi lié à plusieurs pages dans Univers et à différents endroits dans les différents bouquins. On parle du canevas Plume de Sang, etc., etc. Donc on a vraiment l'idée de dire, vous allez faire un voyage, vous partez d'un point A vers un point B, et vous allez pouvoir rencontrer plusieurs PNJ, vous allez pouvoir faire jouer plusieurs canevas. Donc selon si on veut faire jouer ce scénario en une grande partie de 4 à 7 heures ou en 5 ou 6 parties de 3-4 heures, et ben on va pouvoir étayer un petit peu plus, développer un petit peu plus certains éléments du scénario ou rajouter des péripéties. L'acte 1 il est assez court, hein, vous voyez, c'est 1, 2, 3, 4, 5 pages, donc c'est vraiment pour expliquer
expliquer comment est-ce qu'on arrive, en fait, comment est-ce qu'on fait le voyage, comment est-ce qu'on lance les joueurs là-dedans, et on peut très bien y passer une demi-heure, comme on peut y passer 6 heures, selon ce qu'on veut mettre sur la route des PJ. Mais c'est intelligemment présenté, je trouve. Ensuite, acte 2, en fait, on va se concentrer sur amener un petit peu Mudan, la ville, enfin le village et tous les PNJ, on va essayer d'expliquer un petit peu toutes les spécificités de l'endroit, et là on commence en fait à donner des indices aux joueurs pour la suite du scénario. Et on va parler des relations des différents PNJ, la relation entre le bas Mudan, le haut Mudan, etc., etc. Et ensuite, on va pouvoir enquêter dans le village, blablabla. Il va y avoir des différentes scènes. Ça, c'est peut-être un petit peu plus pas tout droit, mais voilà. Enfin, il y a des passages un petit peu obligés, on va dire. Notamment, en fait, il y a tout un procès avec des jurés qu'on va pouvoir convaincre. Mais c'est intéressant parce que, en fait, on parle des arguments des différentes personnes. On parle de façon de game design, ou on va dire de façon de résoudre le procès avec des jets de dés. Et donc il y a toutes les options qui sont proposées. Donc il n'y a pas vraiment, ce que j'aime bien, c'est que c'est pas un scénario où on dit, bon bah à la fin de tel acte, à la fin de telle scène, de toute façon ils vont perdre le procès, ou de toute façon faites en sorte qu'ils gagnent le procès. Non, là c'est pas du tout ça. On amène vraiment toutes les options, et selon comment ça va se dérouler, bah, va y avoir différentes finalités. Donc c'est vraiment intéressant, on laisse vraiment la place, on explique aux meneurs quelles sont les conséquences de tout ça, et comment ils vont pouvoir gérer les conséquences du procès, les conséquences de leur enquête. Et ensuite on rentre sur l'acte 3, et donc l'acte 3, ça va être, là ils indiquent, le troisième acte présente des événements moins prévisibles que ceux des deux précédents. Il s'agit de proposer des temps forts dramatiques probables, des issues ou des étapes raisonnables envisageables, en partant du principe que les PJ sont indignés par le cours des événements. Donc en fait voilà, mais qu'ils ne chercheront pas à prendre d'otages ou à mettre le village à feu et à sang. Donc en fait l'acte 3, c'est pas vraiment une fin en soi, mais c'est une suite de 5 scènes, il me semble, qu'on peut placer à différents moments du scénario, qui sont probables, mais qui n'arriveront peut-être pas toutes. Et donc, il y a vraiment cette idée de ne pas faire un scénario linéaire, et de faire un scénario où on va avoir différentes options, on va avoir un cadre de jeu, et on va quand même essayer, à partir de ce cadre de jeu, de proposer des scènes probables dont on pourra s'inspirer, mais qui ne seront pas forcément exactement les mêmes selon les choix des joueurs et les réactions des PNJ, et selon les jets de dés, bien sûr. Donc c'est plutôt sympathique, je trouve. Et ensuite on parle de l'épilogue, avec qu'est-ce que vont faire les joueurs plus tard. Donc est-ce qu'ils vont aller rencontrer des chevaliers île de Rhin pour parler de ce qu'ils ont vu? Est-ce qu'ils vont essayer d'aller aller sauver quelqu'un dont ils ont entendu parler, peut-être dans l'acte 1? Est-ce qu'ils vont accompagner la mère magiantiste au monastère de Tuat pour une raison ou une autre, etc. Et on parle des points d'expérience, de combien d'expérience on peut donner pour ce scénario-là. Et là, ils expliquent, bah bien sûr, si vous avez fait jouer ce scénario sur 4 à 6 heures en allant vite, vous pouvez donner moins d'XP que si vous avez agrémenté le scénario d'énormément de rencontres, de canevas. C'est bien de ne pas avoir donné un chiffre très précis, très exact. Et ensuite on rentre dans les figures de Tricazel, avec une superbe illustration entre Siani Lorne et Audren Floyd, et un petit texte d'ambiance que j'aime bien. J'aime bien ces deux PNJ là, je les ai dans la campagne que j'ai commencé, j'avais commencé à faire jouer une campagne à Ostabai avec 3 joueurs habituels de ma table, et ces deux PNJ là, c'est des PNJ que je leur ai fait rencontrer très vite, notamment parce qu'il y avait un occultiste dans les 3 PJ, mais aussi parce que j'adore ces PNJ là, et je trouve qu'il y a vraiment du matériel à faire. Et donc les figures de Tricazel, on rentre pas dans le vif du sujet directement, dans la présentation des figures, puisque d'abord on parle de comment utiliser ces figures. Donc ça, je trouve ça assez intéressant. On explique, ok, quelles sont leurs caractéristiques techniques, comment lire la feuille de personnage, puisque c'est pas forcément la même façon de faire et de présenter que ce qu'ils ont fait dans Prologue ou dans Univers, et ça parle des rumeurs, des secrets, etc., de comment les utiliser en tant qu'allié, en tant qu'ennemi, en tant que mentor, etc., etc. Et on peut même il propose un petit paragraphe, utiliser les figures comme des personnages joueurs. Après, forcément, ils n'ont pas tous les mêmes niveaux. Peut-être ça aurait été intéressant, c'est peut-être un truc qui manque, d'avoir indiqué le montant d'expérience que chaque figure a. En fait, ils ont créé des valeurs statistiques, donc techniquement, ils ont dépensé de l'XP pour faire ces personnages-là. Ça aurait été intéressant de dire, bah voilà, ça c'est une figure qui a
800 XP ou 1000 XP, voilà, ça aurait été intéressant. Et voilà un petit conseil de comment créer des nouvelles figures. Et ensuite on rentre sur les figures, là je vais passer assez vite, mais j'adore les illustrations et je trouve vraiment le point important, c'est que chaque figure est vraiment emblématique d'un élément du jeu et apporte quelque chose. Donc il y a toujours une thématique à réutiliser, et même si c'est un PNJ qu'on va simplement croiser sur la route, avec qui on va discuter un quart d'heure, je trouve que ça peut apporter un petit peu de profondeur au jeu. Mais c'est pas seulement ça, puisque chaque PNJ, chaque figure présentée ici peut aussi être utilisée comme accroche à un scénario, et ça peut devenir quelqu'un qui va donner une quête, ça peut devenir un antagoniste fort sur plusieurs parties. Donc il y a vraiment, voilà, c'est pas juste des valeurs chiffrées, c'est pas juste des rencontres de combat, c'est vraiment des figures importantes qui ont leur histoire et avec qui on peut tisser énormément de liens, de jeux et d'accroche. Voilà. Donc on a Quentin Herward, un chevalier ronce, un puissant chevalier ronce. On a Frère d'Ernick, un Sigir, qui existe en figurine d'ailleurs il me semble. On a Audren Floyd, un occultiste. On a Argala, une Morcae. On a Preden, le duc de Gorm, dont on a déjà entendu parler dans plusieurs livres, notamment dans Univers et dans le canevas Naufrage. On a Deirdre, Lorienne, une Varigale. On a Sir Géril des Marais, un chevalier renégat dont on entend parler dans la campagne de Derg. On a Siani Lorne, qui est une érudite et sorcière, un petit peu une occultiste, vraiment un personnage que j'aime bien. On a Yvonne Joern, un magiantiste botaniste au regard un petit peu fou. On a Lyriel des Atours, une barde très réputée qui réussit tout ce qu'elle entreprend et fait en sorte que tout se passe bien entre dirigeants. On a Marne, un chasseur de Féondas qui appelle la mort de ses voeux et qui n'hésite pas à aller défourailler du Féondas au petit déjeuner. On a Ergon Tamir, une chevalière Hilderin qui est très badass. On a Sneakda, la froide dame, une Morcae, celle-là, alors que ce soit l'illustration ou le personnage, je le trouve génial. Ça, notamment, ça peut faire vraiment un antagoniste très fort. J'aime vraiment bien cette figure. On a Liadan Niconel, une Démortaine. Nico de l'âme, un mercenaire qui a été remis un petit peu dans le droit chemin par Quentin, qu'on a vu la première figure, et qui peut être potentiellement un antagoniste fort, puisque c'est un très bon combattant, ou quelqu'un qu'on rencontre qui peut devenir un mentor ou un allié de circonstance. Eberict l'ombre, un occultiste. Cavan MacDougall, un Démortaine. Jed dit Copo, un ébéniste, et je crois que c'est tout. Exactement. Donc voilà, 18 figures qui sont toutes très intéressantes, même si moi j'ai un peu ma préférence sur une petite moitié d'entre elles qui m'inspirent plus que d'autres. Je pense que globalement, toutes ces figures sont quand même utilisables en jeu, et elles apportent toutes leur lot d'accroche et de jeu. Ensuite, on rentre sur quelques pages où on parle de mystérieux pouvoirs. Moi, j'aime bien ces quelques pages, mais elles laissent surtout un goût de pas assez. On explique très rapidement, voilà, le livre 1 Univers aborde aux pages 171 et 252 la notion de magie noire. Ça veut dire qu'on a peut-être 2 paragraphes dans Univers qui parlent de magie noire. Les traditions tricaséliennes désignent aussi sous le terme dorade, qui signifie charme ou sortilège dans l'ancien langage. Il est utile de préciser à l'attention du meneur que ces conceptions sont partiellement erronées. La vérité les concernant sera abordée de manière exhaustive dans le livre des secrets. Donc, encore une fois, on présente un petit peu la magie noire et d'éventuels sortilèges, d'éventuelles options surnaturelles, mais sans rentrer dans le détail et sans rentrer dans les secrets. Donc ça donne encore ce sentiment de ne pas avoir les infos dont on a besoin pour faire jouer ce genre de choses. Moi, à titre personnel, globalement, j'ai décidé de passer outre, et notamment dans la petite campagne où j'ai fait jouer ces joueurs-là et où il y avait un occultiste, j'ai décidé de créer un petit peu mes règles et mes raisons de pourquoi cet occultiste aurait accès à un petit peu de magie noire à un moment. Il va trouver un livre un peu étrange avec des symboles, et il va avoir un complet blackout, il va se réveiller un matin, il va avoir gravé des choses sur le sol, il va avoir les bras ensanglantés, il s'est à moitié taillé la chair, et maintenant il sait faire un peu de magie noire. Voilà. Mais il ne sait pas pourquoi, il a un trou noir, il ne sait pas ce qui s'est passé, et peut-être découvrira-t-il certaines choses qui sont vraies pour lui, ou qu'il a l'impression qu'ils sont vraies pour lui,
mais peut-être est-il simplement fou et imagine-t-il des choses. Donc j'ai vraiment pris le parti d'amener la sorcellerie et la magie noire dans mon jeu sans avoir les secrets, et en me disant que même si je révèle des choses qui sembleront vraies à mon PJ, et ce sera pas forcément une vérité dans l'univers. On parle aussi un petit peu des malédictions des Tarish avec une superbe illustration. Et ensuite on rentre dans le bestiaire avec 2-3 pages sur les animaux principaux de Tricazel. Voilà, ça on les retrouve dans d'autres bouquins un petit peu, quelques stats, notamment le loup est présent dans Derg par exemple, mais c'est toujours intéressant d'avoir quelques stats avec quelques informations par rapport au venin des araignées et des serpents, le fait que les rats peuvent propager des maladies, la rage de l'ours, etc., etc. Donc avec un petit paragraphe sur doser le surnaturel, nourrir l'ambiance, et ensuite on rentre vraiment dans un bestiaire plus surnaturel avec un espèce de gros ver des mers, des rats féons, un rampe-boue qui est un espèce de, je sais pas comment dire, mais c'est un truc avec plein de bouches assez horrible, des chauves-souris vampires, une plante poison, une plante tueuse, la bête de Frendian dont on entend parler à plusieurs reprises dans différents livres, Madarkt et les séides de Madarkt, et Dame Patience d'If qui peut être trouvée sur l'île de Calvaire. Et cette illustration qui est magnifique est d'ailleurs l'illustration principale de la boîte solide qui était avec le collector de voyage. Vous pouvez le voir dans ma bibliothèque ici. Et les sirènes, voilà. Et on arrive sur un index qui fait 2 pages. Donc là on n'a pas de glossaire ou de choses comme ça, mais c'est toujours utile d'avoir un index pour rechercher rapidement des informations. Notamment par exemple on parlait de Frendian je crois, voilà, donc là on a Frendialen et Frendian et on voit page 21, 38, 108, 39, 189, donc c'est toujours intéressant d'utiliser un index quand on n'a pas le PDF et qu'on peut pas faire de CTRL F notamment. Voilà pour cette revue. Donc je pense que je vais globalement m'arrêter là hein, sur Voyage. Ce que je peux dire si j'ai un mot de la fin, c'est que pour moi c'est un ouvrage très intéressant, qui apporte énormément de choses, qui apporte énormément de jeux, mais point vraiment important du livre, pour moi, ça va être la page qui parle des descriptions selon les domaines des joueurs. Vraiment, moi, ça a changé quelque chose dans ma façon de jouer quand j'ai lu cette page. Tous les lieux, notamment les 10 lieux très spécifiques, ça peut apporter énormément de compréhension de l'univers, énormément de choses qu'on peut redonner de façon distillée à nos joueurs pour les imprégner de l'univers. Et ça apporte aussi énormément d'idées sur les scénarios, et toutes les figures, c'est vraiment génial aussi. Moi, ce que je ferai, je pense, à l'occasion, ce sera peut-être même d'imprimer chacune de ces figures-là pour avoir un recto verso avec d'un côté l'illustration que je peux montrer à mes joueurs, de l'autre côté le texte et les règles, et comme ça je sais que j'ai une liste de figures que je peux facilement tirer, amener quand il y a des rencontres, quand on est en voyage, pour qu'ils puissent croiser des gens un petit peu au hasard. Voilà. Le scénario Un choix de vie, je l'ai jamais fait jouer, mais ça a l'air d'être vraiment un scénario intéressant. La raison pour laquelle je ne l'ai jamais fait jouer, c'est parce que j'ai vraiment bon espoir dans l'avenir, dans le futur, de faire jouer une énorme campagne à mes joueurs, et donc Un choix de vie pourrait être potentiellement une partie intégrante de la campagne que je ferai jouer, mais globalement voilà, j'ai jamais trouvé l'occasion de le faire jouer, c'est aussi pour ça, mais c'est un scénario que j'ai envie de faire jouer. Notamment, en plus, j'ai un petit peu les aides de jeu en version papier, donc je peux montrer les portraits des PNJ, etc. Enfin, c'est vraiment cool, c'est du bon matériel. Voilà, j'espère que cette lecture de voyage vous a plu. Je vais me diriger ensuite sur d'autres vidéos, bien sûr. Donc je pense que les prochaines vidéos, ce sera le manuel de la lune noire et occultisme, mais ensuite je vais aussi attaquer Melwan et romantisme noir, et je pense que je finirai par Derg, puisque comme vous le savez, hein, Derg devrait, la saison 2 devrait être en financement participatif cette année, donc je le garde pour la fin, pour parler de Derg au plus proche de quand cette campagne sortira. Je ne sais pas si vous aviez lu Voyage, mais n'hésitez pas à me donner en commentaire des informations que j'aurais loupées, ou des choses que vous avez aimées à la lecture de Voyage, et sinon n'hésitez pas à me faire des retours sur ce format de vidéo. Je suis toujours preneur de savoir si vous préférez un feuilletage PDF ou un feuilletage papier. Si je donne trop peu
ou trop d'informations lorsque je fais ces feuilletages, si les vidéos sont trop courtes ou trop longues, et globalement, dites-moi si c'est quelque chose que je dois continuer à faire, qui vous intéresse ou pas. Je pense que d'autres vidéos qui arriveront plus tard, ce sera notamment peut-être une création de personnages et parler aussi du système de jeu et un petit peu des statistiques liées au système de jeu. Voilà, donc j'ai plusieurs idées, je devrais continuer à sortir des vidéos sur STRN pendant encore quelques semaines et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux à suivre ces vidéos et que ça vous intéresse. Sur ce, je vais m'arrêter, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt et bon jeu!